Bonjour, je m'adresse aux personnes souffrant de troubles bipolaires, stables ou en recherche de stabilité. Je m'adresse aussi à toutes les personnes de bonne volonté qui agissent dans le domaine des troubles bipolaires, médecins, thérapeutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thierry Grasset, j'ai 57 ans, diagnostiqué bipolaire type 2 depuis 2007, stable depuis 2012. Je suis ingénieur en informatique, j'ai 3 enfants, j'ai vécu un divorce, perte d'emploi, des tracasseries diverses, mais aussi une réinvention de ma vie. J'ai enfin appliqué ces deux devises que je fais miennes. La première, je suis mon meilleur ami et mon pire ennemi. Et la deuxième, plus de la même chose donne toujours le même résultat. Avec pour moi un résultat au-delà de mes espérances. Je me suis donc installé dans la stabilité depuis quelques années. Ma stabilité, qui n'est certainement pas la vôtre. Une stabilité que je qualifierais de raisonnée et raisonnable. Je suis plutôt extraverti de tempérament, et ma stabilité ne peut être comparée à celle d'une personne plutôt introvertie. Ah, je suis aussi membre de l'association Argos 2001, regroupant patients et accompagnants sous une même balise. Le contexte très tendu et anxiogène du confinement lié au Covid-19 génère beaucoup de communication, beaucoup trop à mon sens. J'ai donc hésité avant de me lancer, mais une petite voix intérieure m'a dit que c'était le moment. Ce que vous allez entendre est le fruit d'années de réflexion. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai aucune notion approfondie de médecine. Je laisse aux médecins les explications plus scientifiques, je leur fais confiance. J'ai juste quelque chose à partager avec les bipolaires dont je fais partie, et leurs proches. Quelque chose basé essentiellement sur mon expérience de bipolaire. Et je pense que ce quelque chose a de la valeur pour certains d'entre vous. Ce n'est déjà pas si mal. On y va? Nous, les bipolaires, avons une humeur malade, certes, mais nous avons également un tempérament, un caractère, une personnalité, comme tout le monde, et que notre entourage doit prendre en compte dans sa globalité. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas des bipolaires, nous sommes des hommes et des femmes porteurs de la maladie bipolaire, appelée aussi trouble bipolaire. Nous ne sommes pas notre maladie, mais la maladie est une partie de nous qui peut nous abattre ou nous rendre extraordinaires, ou les deux. En ce moment, des personnes qui m'écoutent parler ou lisent mes propos peuvent estimer que je le fais peut-être sous l'emprise d'un épisode haut. Ce n'est pas du tout le cas, mais le doute est toujours possible. C'est la terrible cruauté de cette maladie stigmatisante. Cela ne me touche plus, et ça devrait ne plus vous toucher aussi. Nous devons être en pleine conscience de ce que nous sommes. Je connais bien mes podromes, c'est-à-dire les signes avant-coureurs d'un épisode. Pour moi, entre autres, c'est une sorte de tremblement intérieur et une excitation surmultipliée. Or, je ne ressens plus rien de tel aujourd'hui, et depuis longtemps. Je suis calme et apaisé, mais très concentré. Donc, étant stable depuis longtemps, j'ai voulu partager cette expérience avec d'autres personnes porteuses de troubles bipolaires. Bon, je vais nous appeler bipolaires quand même pour simplifier la communication. J'ai moi-même tiré beaucoup d'enseignements des autres, des vrais médecins spécialistes et aussi, surtout, de vous, membres d'Argos 2001 ou autres associations ou sans association, que j'ai eu le plaisir de côtoyer. J'ai cogité longtemps, des années, souvent lorsque je bricolais, que je jardinais. Je ne voulais pas réinventer la roue, répéter les mêmes poncifs. Et puis un jour, l'étincelle, Eureka. Je me suis rendu compte que la majorité écrasante des efforts, soins et autres, autour de la bipolarité, se focalisait sur les épisodes hauts, donc dits maniaques, et bas, dépression. Alors qu'on nous dit, à juste titre, que le patient bipolaire a un rôle déterminant dans la gestion de sa maladie, on se focalise sur deux épisodes où, en matière de soins, le patient a un rôle minime ou nul à jouer, alors qu'il ne peut vraiment agir efficacement qu'en phase stable. Démonstration. Il nous faut d'abord identifier les trois acteurs principaux des épisodes. Le patient bipolaire, bien sûr, l'entourage, les accompagnants, famille, amis, ainsi que le ou les médecins, généralistes, psy, ceux ou celui qui suit le patient. Lors de l'épisode O, hypomanie-manie, le patient est le roi du monde, ou la reine du monde. Performance élevée, dans pas mal de domaines, mépris des autres,
beaucoup trop lent, et notamment d'entourage qui ne performe jamais assez à son goût, risque fort d'arrêt de la prise médicamenteuse et du suivi médical. Après tout, à quoi ça sert? Je ne suis pas malade. Le patient est bien, voire très bien. Une pensée, au passage, pour les accompagnants qui prennent très cher dans cette période, dans cet épisode. Ce qui est surtout intéressant dans cet épisode, c'est que le patient n'a pas vraiment d'action positive sur sa maladie, puisqu'il la nie. Il ne respecte pas bien, voire pas du tout son protocole de soins. Je pense notamment aux médicaments. Quant aux accompagnants et aux médecins, ils sont souvent écartés et n'ont là aussi pas d'action significative, malheureusement. Dans cette épisode maniaque, on est plus dans une médecine d'urgence, s'il y a vraiment extrême avec hospitalisation, que dans une médecine prophylactique, c'est-à-dire préventive. C'est la crise haute. Et puis l'épuisement arrive, il peut y avoir une HDT, et pour faire simple, le patient tombe dans un épisode dépressif. Plus c'est haut, plus ça va être bas. Vient l'épisode bas, la dépression. Ah, changement de décor, le patient est une loque, perte totale d'estime de soi, vous connaissez malheureusement. Le patient est très mal, la souffrance peut être extrême. En me basant sur ma propre expérience, j'appelle ça la pourriture du cerveau. C'est horrible, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti pour ma part. À la différence de la phase haute, le patient se raccroche désespérément à ses proches, à ses médecins. Il les aime, il a besoin d'eux, il se noie et s'accroche à ses bouées humaines. Et prend bien ses médocs, bien sûr. Étonnamment, les accompagnants soufflent dans cet épisode. Le patient ne leur casse plus les pieds, voire même passe complètement sous leur contrôle. Cette alternance Superman-Locke a notamment des conséquences catastrophiques sur les couples, et pas que. Ce qui est vraiment intéressant dans cet épisode, c'est que le patient n'a toujours pas vraiment d'action positive sur sa maladie. Il respecte bien son protocole de soins, ses prises de médicaments. De nouveaux médicaments antidépresseurs peuvent être prescrits. Il est trop reconnaissant envers ses médecins accompagnants, ce qui est bien sûr plus facile à gérer pour eux. Dans cet épisode dépressif, on est aussi plus dans une médecine d'urgence que dans une médecine prophylactique de fond. C'est la crise basse. En résumé, les deux épisodes sur lesquels on a tendance à focaliser tous nos efforts, les médias, la communication, sont des épisodes dans lesquels nous, les bipolaires, n'avons qu'un rôle minime ou nul à jouer. C'est un comble. La psychiatrie se focalise souvent sur ces épisodes, et je le comprends tout à fait, car il y a urgence et les risques pour le patient sont maximum. Mais nous, notre rôle, la psychoéducation nous demande d'agir sur notre maladie, et de le faire quand nous sommes stables. Alors, on y va? Stabilité, le grand mot. On appelle aussi cette phase, cet épisode, l'euthymie. Dans la littérature récente sur le sujet de la bipolarité, des psychiatres de renom rappellent que la stabilité n'est pas un long fleuve tranquille, il y a des vagues. Mais qu'est-ce que la stabilité? Vraiment? Être enfin heureux? Être bien? Ne plus être une charge pour son entourage? Retravailler? Retrouver une âme sœur? Chacun a sa propre stabilité, dépendant de notre culture, de notre genre, de notre environnement. Certains ont une définition très négative de la stabilité, une période sans saveur et sans odeur, sans fulgurance, barbante et ennuyeuse. Ce n'est pas la mienne. Voici ma définition. Pour moi, la stabilité, dans le contexte du trouble bipolaire, c'est quand les contraintes exercées sur le patient par la maladie sont considérées par le patient comme acceptables. Si vous êtes stable, ce que je vous souhaite vraiment, essayez d'articuler cette définition à votre cas. Au début, j'avais dit souffrance à la place de contrainte, mais je trouvais ça trop fort, trop restrictif. Voici quelques contraintes qui sont de mon point de vue liées à cette maladie. La perte de travail, la séparation du conjoint, la brouille avec les enfants, les dépenses d'argent, les insomnies, l'hypersexualité ou la perte de libido, la prise de poids, l'excitation excessive ou la passivité. Si ces contraintes sont acceptables pour vous, vous pouvez vous considérer comme stable. J'essaie de faire très simple ici. Si certaines de ces contraintes sont inacceptables, et vos propres contraintes bien sûr,
Alors il faut se mettre au travail pour aller vers la stabilité. Une stabilité raisonnée et raisonnable. Votre stabilité à nul autre pareil. Mais il y a un problème, pour lequel je pense qu'il n'y a pas de vraie solution. Car nous vivons en communauté avec des interactions plus ou moins fortes avec nos conjoints, parents, enfants, amis, collègues. La définition que je viens de donner vaut pour les patients bipolaires. Quid de l'entourage? Une contrainte acceptable pour nous patients ne l'est peut-être pas pour notre entourage. Combien de fois, lors de réunions de partage, j'ai entendu tout va bien chez le patient et ça va pas si bien que ça chez l'accompagnant. J'ai moi-même pratiqué ça chez moi. Différence de perspective, d'appréciation, c'est à nous patients de penser d'abord à nous, bien sûr, mais sans occulter le confort de notre entourage dont nous avons bigrement besoin. Comment devient-on stable? Je ne sais pas, vraiment. J'ai pris le scénario le plus simple et probable où un épisode maniaque est suivi d'une chute et d'un épisode dépressif, puis tend vers une stabilisation. J'ai lu pas mal de choses sur la dépression par exemple. On peut supposer qu'un bon traitement permet de s'en sortir, mais pas toujours. Voilà ma modeste expérience sur ma sortie de ma dernière dépression qui avait duré 6 mois en 2012. J'avais un stress intense à cause de mon emploi qui m'avait plongé dans cette dépression. J'ai trouvé une solution à mon emploi et je suis sorti de la dépression. Mais ce n'était pas gagné. C'est donc en agissant sur mon environnement que je m'en suis sorti. Mais pour d'autres, ce sera peut-être médicamenteux, ou d'autres événements, d'autres actions. Ce n'est qu'un exemple. En fait, peu importe. Car pour moi, cette action efficace contre notre maladie n'est ni dans les épisodes bas, ni dans les épisodes hauts tels que j'ai déjà expliqué, ni dans comment on se stabilise. Pas facile à expliquer. Pour moi, le seul domaine où nous pouvons agir, nous, les bipolaires, vraiment efficacement, c'est dans le maintien de la stabilité. Si on retrouve la stabilité, au lieu de seulement en profiter pour retrouver quelques mauvaises habitudes déstabilisatrices, il faut au contraire mettre les bouchées doubles et s'activer. S'activer pour ne surtout pas retomber en épisode. Ce qui est le plus fréquent malheureusement. S'activer parce qu'on a enfin retrouvé un cerveau à peu près opérationnel. On considère les épisodes hauts et bas comme les plus importants pour le soin. Mais en fait, pour nous, les bipolaires, c'est la stabilité qui est de loin l'épisode le plus important. On voudrait se poser après tant de souffrances. Il faut au contraire redoubler d'efforts. Quels efforts pour rester stable? Avant d'y répondre, je vais prendre un exemple. Les deux personnes dont je vais parler sont fictives, avec des noms d'emprunt. Bien sûr, mais elles correspondent à des cas réels que j'ai rencontrés, à mon expérience aussi. Donc je vous présente Sonia et Gabriel. Sonia et Gabriel ne se connaissent pas et ont toutes les deux 40 ans, elles sont mariées, elles ont 2 enfants, elles ont le même métabolisme, ça c'est assez improbable, mais on dit que si pour l'exemple. Elles sont bipolaires de type 2, elles ont un même traitement à base de théralite, du lithium. Sonia a un mari aimant, une maison confortable, des enfants sympas, une situation financière correcte, un boulot enrichissant, des activités diverses. Sonia a une famille, parents, frères et sœurs bienveillants, qui l'ont toujours soutenue. Sonia est stable. Gabriel a un mari volage qui est au chômage, un appartement bruyant dans une cité sensible, son fils deal, sa fille est déscolarisée à 16 ans sans activité, elle n'a pas assez d'argent, un boulot nourricier exténuant, elle n'a aucune activité autre que la télévision. Sonia a été abusée par son grand-père lorsqu'elle était mineure et ses parents ne l'ont jamais prise au sérieux lorsqu'elle s'en plaignait. Gabriel n'est pas stable. Ok, j'ai forcément forcé le trait pour vous êtes tous doutés du résultat, de la différence d'état entre Sonia et Gabriel. Mais regardons un peu plus en détail. Malgré un traitement médicamenteux identique, qu'est-ce qui différencie Sonia et Gabriel? D'abord des facteurs psychologiques liés à l'enfance, à la vie maritale, ainsi que des facteurs environnementaux. On parlera plus loin de facteurs sociaux, l'argent, l'habitation, le boulot, les enfants, les activités. Pour moi, la probabilité que Gabriel retrouve la stabilité dans le temps dans ce contexte uniquement grâce à une nouvelle prescription médicale est nulle ou très très faible. Le médicament est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour maintenir sa stabilité. Vous le saviez, mais force est de constater que certains psychiatres ne l'ont toujours pas vraiment intégré.
Il se focalise souvent sur le médicament, sur le troisième facteur, le facteur biologique. Ça ne suffit pas. Il reste les deux autres facteurs précédemment explicités. D'autres psychiatres ont fait le pas et intègrent les trois facteurs. Nous devons également faire ce pas. Les causes du trouble bipolaire et les solutions au trouble bipolaire reposent sur les trois facteurs précédemment cités. Les facteurs biologiques, c'est le cerveau essentiellement, les facteurs la psychologie de la personne, et les facteurs sociaux, l'environnement, la famille, l'argent, le logement, le travail, etc. Je n'ai pas inventé ces facteurs. Il s'agit du fameux modèle biopsychosocial que l'on peut adapter à pas mal de maladies, et notamment les maladies mentales, et notamment la bipolarité. Il a été créé par le médecin généraliste et psychanalyste Georges Lippmann-Engel au milieu du XXe siècle. Pour plus d'infos, allez voir sur internet toutes les descriptions. Sachez simplement une chose que j'ai vérifiée il y a peu de temps, que tous les nouveaux psychiatres sont systématiquement formés sur ce modèle. C'est une très très bonne nouvelle et c'est pour ça que je m'appuie dessus, au-delà du fait qu'il fait beaucoup de sens. Le modèle biopsychosocial, que j'appellerai modèle BPS dorénavant, c'est un peu plus facile à prononcer, va être d'une grande utilité dans nos efforts pour maintenir notre stabilité. Car on est d'accord que c'est ici notre seul objectif, la stabilité, maintenir la stabilité. Comment ? En classant les facteurs BPS en deux groupes. D'abord le groupe préventif. En évaluant les facteurs négatifs en rouge qui entretiennent le trouble bipolaire, il faut comprendre où est le problème avant de le soigner. Je sais ce qui entretient ma maladie, ou je pense savoir. Et puis curatif, en identifiant et en implémentant, si possible, les facteurs positifs en vert qui vont, sinon mitiger les facteurs négatifs, c'est souvent impossible, au moins essayer de les compenser. Je sais ce que je dois faire pour maintenir la stabilité de ma maladie. Regardons en détail le cas de Gabriel. Le préventif, l'évaluation. Ok, j'ai bien sûr forcé le trait comme je l'ai dit avec Gabriel, pour l'exemple bien sûr. Dans son cas, face à l'abus du grand-père, on peut imaginer qu'un dialogue avec les parents, des entretiens avec un psychologue peuvent aider. L'abus reste, mais on le compense. Mais ça ne marche pas toujours bien sûr. Pour le marivolage, on va investir dans de la lingette fine, le quitter, le rendre jaloux, prendre ses distances aussi par rapport à son fils, changer de boulot. Tout ce que je dis est d'une grande banalité. Je ne suis pas là pour lister des solutions qui sont très personnelles. Ce qui est très important, c'est comprendre ce qui ne va pas, le préventif, pour appliquer des solutions, le curatif. Si le psychiatre de Gabriel fait plus ou moins l'impasse sur son psycho et son social, et se contente de lui prescrire de nouveaux médicaments, il ne pourra jamais y avoir stabilité et maintien de la stabilité pour notre très cher Gabriel. Et c'est malheureusement trop souvent le cas pour plein d'autres Gabriel. Si votre psychiatre reste focalisé sur le bio, il faudra vous prendre en main et adresser vous-même les autres facteurs. En préventif et en curatif, bien sûr. Mais attention, bio ne veut pas dire toujours médicament. Une psychothérapie peut agir sur la biologie de votre cerveau et un médicament sur nos problèmes psychologiques. Et quid des médecines douces, du sport, de la relaxation, de l'hypnose, de l'art-thérapie, de la slow food, de la sophrologie, du yoga, de l'hygiène de vie, quoi. Eh bien, ce sont autant de facteurs curatifs à utiliser en fonction de nos besoins, de nos envies, de leur efficacité. Et la liste est très longue. Les psychiatres ne sont pas toujours réceptifs à ces alternatives, mais ça change. Je dirais même que ça change super bien. En 2016, un livre paraissait, intitulé Mieux contrôler son trouble bipolaire avec le mindfulness. Mindfulness est la traduction anglaise de méditation en pleine conscience. Les auteurs Sylvie Bicot, instructrice de yoga, et Suspense, le docteur Christian Gay, un psychiatre spécialiste du trouble bipolaire, une référence dans ce domaine, une sommité, auteur de nombreux livres sur les troubles bipolaires. Par ailleurs, je pense un mec super. Je ne vais pas faire ici la promotion de la méditation en pleine conscience, complémentaire du médicament. J'en suis un adepte, mais l'implication d'un médecin réputé comme le docteur Gay dans une médecine douce,
soi-disant douce, vraiment thérapeutique, est un magnifique signe que ça bouge chez les psychiatres. Et d'autres psychiatres suivent le mouvement. Le docteur Font, par exemple, psychiatre surdiplômé, très médiatique, mais pas que, dont la conférence Argos 2001 archivée est un must. Elle suit le fil de son livre Devenez la meilleure version de vous-même en 3 étapes. Bon sens, empathie, intelligence pour une vie réinventée. Bravo à vous, docteur Guillaume Font. Il y a d'autres médecins aussi. Il y a aussi le docteur Nuss. Il est responsable de l'unité psychiatrie de jour de l'hôpital Saint-Antoine à Paris et chercheur. Il a fait une brillante conférence au sein d'Argos il y a quelques années, que je n'arrête pas d'écouter en boucle. Il y a le docteur Antouche, un psychiatre parisien qui dirige le CTAH, le Centre des troubles anxieux et de l'humeur. Il y a ceux des centres experts des troubles bipolaires fédérés au sein de la Fondation fondamentale, qui m'ont apporté beaucoup. Il y en a beaucoup d'autres qui explorent de nouvelles pistes, qui nous apportent de nouveaux remèdes complémentaires de la chimie et beaucoup moins intrusifs. Dois-je simplement rajouter que je n'ai jamais eu de contact avec ces médecins. Ils ne me connaissent pas, je n'ai aucun intérêt à faire leur promotion. Ce sont juste des inspirateurs pour moi. Des inspirateurs, hein, pas des aspirateurs. Hein. Bon, j'aimerais bien boire une bière avec eux. Ou peut-être avec le docteur Font, simplement un jus de tomate. J'arrive au terme de mon intervention. Je baisse la voix car Floppy, le petit Jack Russell de la photo, fait la sieste au soleil. Il a fait beau aujourd'hui dans mon petit village du Nord-Isère. En alternant bureau et jardin, entouré de gens que j'aime et qui m'aiment, j'ai écrit presque d'un trait ce speech. Je l'avais en moi depuis longtemps et il est sorti d'un coup. Fulgurance de la bipolarité, qui reste même quand on se stabilise. C'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas finalement, mais j'en suis un peu étourdi. Dans ce climat, somme toute très agressif pour des gens fragiles comme nous, j'espère avoir partagé avec vous un petit bout de solution. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je souhaite à nous tous une belle vie. Nous le méritons. Cordialement, Thierry Grasset.